Bonsoir à tous, bienvenue dans Plus d'Actu. C'est l'une des conséquences majeures de la crise du Covid-19. Elle a bouleversé le monde du travail. Le télétravail s'est imposé et est devenu une évidence aujourd'hui dans de nombreux secteurs. Et puis le rapport au boulot a changé également. Alors quelle est l'importance de ces mutations? C'est ce que l'on va tenter d'analyser ce soir avec nos invités. Voilà, des invités que je vais vous présenter tout de suite, en commençant par vous, Catherine Hellemans, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeure en psychologie du travail à l'ULB. Et puis j'ai le plaisir d'accueillir Thomas Le Seigne, bonsoir. Vous êtes consultant en ressources humaines au secrétariat social SD Works. Oui. Merci d'être avec nous ce soir. Première question pour vous, Catherine Hellemans. On peut dire qu'en termes de télétravail, ça a été vraiment un accélérateur de tendance. Est-ce qu'on aurait pu prévoir que ça allait installer durablement le télétravail, cette crise? Alors, avant la crise, certainement pas. Il y avait plutôt une hésitation importante, notamment de la part des syndicats, des employeurs, quant à l'instauration d'un télétravail. Mais à partir du moment où le télétravail était installé durant la crise sanitaire, beaucoup de personnes ont grandement apprécié ça, y compris les employeurs. Et donc, voilà, très vite, on s'est dit que le télétravail continuera à être diffusé, même après la crise sanitaire. Alors Thomas Le Seigne, qu'est-ce que disent vos chiffres? Est-ce que vraiment le télétravail a continué à se répandre de plus en plus? Oui, exactement. On peut dire qu'aujourd'hui, à peu près un quart des travailleurs belges peuvent télétravailler 1 à 2 jours par semaine. Et ça continue d'être un bon argument pour les employeurs pour maintenir leurs talents et pour en attirer d'autres, bien entendu. L'équilibre vie privée, vie professionnelle des travailleurs, c'est souvent axé aussi par rapport au nombre de jours de télétravail qu'ils peuvent faire. Et donc pour vous, aujourd'hui, vous avez l'impression que c'est un argument d'embauche, la possibilité de télétravailler? Oui, exactement, tout à fait. Aujourd'hui, la plupart des employeurs, pour évidemment les fonctions qui s'y prêtent, c'est un argument pour attirer les talents et pour maintenir même les talents chez eux, tout à fait, exactement. Et ça va de toute façon continuer sur l'aspect vie privée, vie professionnelle. Ça continuera et les chiffres démontrent que la plupart des travailleurs qui ne peuvent pas faire de télétravail diminuent depuis 2022 à 2023 à 2024. On a baissé de 5% les travailleurs qui ne peuvent pas du tout télétravailler. Donc oui, effectivement, ça reste une grande tendance. Oui, alors c'est vrai qu'au départ, il y avait beaucoup de méfiance par rapport aux effets négatifs du télétravail. Alors vous avez pu interroger un panel de travailleurs. C'est un plébiscite aujourd'hui? Ah oui, tout à fait. Hein. Vraiment, parmi les questions que l'on a posées, la question notamment des changements favorables, défavorables, de la diffusion du télétravail, et donc sur toute une série de critères, d'indices tels que la dynamique familiale, la satisfaction de vie privée, professionnelle, le rapport au travail, le rapport à l'entreprise, le rapport aussi aux collègues et aux supérieurs. Et donc il y a un plébiscite total du télétravail avec une information que ce télétravail a amené des changements vécu comme totalement favorable, avec juste des opinions un petit peu plus mitigées sur le relationnel au travail, donc avec le chef, les collègues. Oui, et donc on va le voir dans un reportage qu'on avait réalisé en 2020, pendant cette crise du Covid. On a vu en tout cas qu'à l'époque, ça nécessitait pas mal de transformations dans l'entreprise, pas mal de questionnements aussi. Regardez ce reportage. C'est le bureau de Vincent et In qui ne sont encore jamais revenus. Alors ici, normalement, il y a 3 personnes, mais le bureau est vide aussi. 150 personnes travaillent ici normalement, mais nous n'en croisons pas plus de 10. Depuis le premier confinement, la règle est au télétravail. Alors à part à l'accueil, il y a très peu de vie. Voilà qui change complètement l'ambiance et qui peut laisser des traces. Il y a des situations vraiment alarmantes, donc des personnes qui sont seules chez eux, isolées, qui sentent très très mal. Alors pour garder le contact, on innove. Ce midi, pause commune virtuelle pour élire le plus beau ou le plus moche pull de Noël. Vraiment le challenge pour nous, c'est de garder le lien et d'éviter l'isolement social. Donc on organise assez régulièrement des petits coffee corners, des jeux, des apéros virtuels. Ce genre de rendez-vous en ligne peut paraître anecdotique, mais c'est essentiel pour cette psychologue du travail. Il faut absolument avoir des moments de pause café, entre guillemets, virtuels,
pour papoter et pas forcément du boulot. Ça ne doit pas durer longtemps, hein. Ça peut prendre 5-10 minutes le matin ou à tout autre moment qui convient. C'est important d'avoir aussi des échanges où on se voit, où on s'entend avec chaque collaborateur, même si ça prend plus de temps que les mails. Chez CityDev, on continue à mettre tout en œuvre pour respecter les mesures qui risquent encore de durer plusieurs mois, en attendant avec impatience le retour de tous les collègues et le prochain souper du personnel. Voilà, donc beaucoup de questions à l'époque. Et alors on s'interrogeait sur le lien. Malgré tout, ça n'empêche pas les travailleurs d'apprécier le télétravail. On a trouvé des modes de compensation finalement ? Oui, alors bien sûr, surtout au moment des confinements stricts, les e-apéros, les e-afterwork, par le biais des outils comme Teams, permettaient effectivement de compenser un petit peu les choses. Maintenant, c'est vrai que à la fois les gens apprécient leur moment de télétravail et à la fois ils apprécient évidemment de revenir sur le lieu de travail malgré les embouteillages éventuels pour revoir les collègues, avoir du relationnel informel en fait qui fait du bien, pouvoir discuter de manière vraiment spontanée en fait, croiser un collègue au détour d'un couloir, voilà, et donc recréer quelque part du lien social. Oui, alors vous parliez Thomas Le Seigne de 1 ou 2 jours de télétravail, c'est un petit peu la norme dans le privé, c'est ça ? Oui, exactement, c'est vraiment la norme dans le privé. Après, les statistiques baissent une fois qu'on est à plus de 3 jours, plus de 4 jours de télétravail, là effectivement ça baisse. Maintenant, là où c'est super intéressant, c'est vrai ce que disait madame, c'est que l'employeur, dans les aspects particuliers qu'il doit respecter vis-à-vis du télétravail, doit prévoir des mesures relatives au bien-être au travail pour éviter l'isolement des travailleurs. Donc, comme par exemple ? Comme des apéros, comme justement en dehors de toute crise sanitaire, où le télétravail est obligatoire pour tous les jours de la semaine, dès le moment où on est sur un équilibre, 1 ou 2 jours par semaine de télétravail possible pour un travailleur, c'est de prévoir des jours de réunion fixes où justement on retrouve les collègues, on retrouve l'ambiance au travail. Tout ça justement c'est fait pour lutter contre l'isolement et que le télétravail reste aussi équilibré vis-à-vis du travail au bureau et donc au niveau du bien-être, ça soit sur la même longueur d'onde. Oui, parce que 2 jours pour le privé, vous me disiez en préparant cette émission que pour le public c'est parfois plus, 3 voire 4 jours. Oui, tout à fait. Donc alors je n'ai aucune idée des chiffres, donc je ne sais pas si c'est courant dans le public ces chiffres-là, mais donc en effet, en tout cas dans les résultats de notre étude, on a quand même un certain nombre de travailleurs qui montent à 3 jours, 4 jours de télétravail par semaine. Oui. Oui, alors on le voit. Ça a des conséquences sur l'organisation du travail. Là, vous me le disiez que certains patrons prévoient des moments de réunion pour finalement que tout le monde se voit. Est-ce que par rapport à l'adhésion aux valeurs de l'entreprise, ça n'a pas des conséquences ? Alors ça, c'est assez compliqué de pouvoir répondre à cette question parce qu'à la fois, on peut se dire, évidemment, loin des yeux, loin du cœur. Hein, et donc, dans ce cadre-là, se dire, finalement, peut-être que les travailleurs vont moins adhérer aux valeurs de l'entreprise, se sentir moins proches de leur entreprise. Et à la fois, en fait, il y a comme une reconnaissance de la part des travailleurs vis-à-vis de leur employeur de pouvoir accorder ce télétravail. Hein, parce que, voilà, c'est quand même plutôt agréable d'être chez soi, à la maison, ne pas avoir les trajets, etc. Et donc, quelque part, les résultats peuvent être assez équilibrés, je dirais. Oui. Et donc, ça reste un choix volontaire ou alors, dans la plupart des entreprises qui ont instauré le télétravail, il est imposé maintenant aux travailleurs ? Justement, quand je vous parlais des aspects particuliers du télétravail, le tout premier, c'est un accord mutuel entre l'employeur et le travailleur par rapport au télétravail. C'est-à-dire que les deux parties doivent être d'accord. Ça veut dire que l'employeur doit libérer la possibilité de faire du télétravail, mais le travailleur lui-même doit être d'accord d'en faire. Et cet accord mutuel, il est révocable à tout moment. C'est-à-dire que c'était ça aussi l'idée très importante de la mise en place du télétravail, c'est que chacune des parties peut y mettre fin pour n'importe quelle raison, ce qui implique que l'employeur peut l'arrêter du jour au lendemain. Pour répondre à votre question, ce n'est pas un droit et ce n'est pas une exigence. Il n'y a aucun droit qui va naître de la mise en place du télétravail. Mais le travailleur pourrait très bien dire aussi, moi je n'en fais plus, ça ne me convient pas, je ne veux plus en faire. C'est pour ça que... Et ça peut se faire du jour au lendemain en négociation avec l'employeur ? Oui, en accord avec son employeur, bien entendu. Ici, on sait aussi que la plupart des entreprises se sont réorganisées par rapport au télétravail, en prévoyant moins de places assises que 100% de leur effectif. Donc naturellement, c'est toujours aussi un commun accord de dire moi j'arrête le télétravail si je suis travailleur.
Et c'est aussi une manière un peu pédagogique pour l'employeur aussi qu'il doit mettre en place pour dire on va tout doucement arrêter le télétravail. On sait qu'aux États-Unis aujourd'hui, que ce soit Amazon, que ce soit l'administration publique, ils ont arrêté ça du jour au lendemain et ce n'est pas des mesures qui sont naturellement très populaires. Donc ici, en Belgique, ce ne serait pas possible de faire ça du jour au lendemain, d'interdire strictement le télétravail. Mais ce n'est pas un droit non plus pour les deux parties, à savoir l'employeur et le travailleur. Oui, alors justement, quand on voit ce retour en arrière de certains employeurs qui n'est pas forcément bien perçu, comment vous l'expliquez finalement? C'est une volonté à un moment donné autoritaire de la part de certains dirigeants d'entreprise ou d'administration? Alors comme je vous le disais tout à l'heure, il n'est pas toujours facile de pouvoir se rendre compte de l'avantage du télétravail en termes de performance, en termes de productivité pour l'entreprise, en termes d'engagement, d'implication dans le travail. Et donc, on peut imaginer que les employeurs qui décident de faire revenir les travailleurs en présentiel sont des employeurs qui ont estimé que, alors, soit la productivité n'était plus là, soit il y a peut-être trop de conflits entre collègues, soit des problèmes par rapport aux clients, de disponibilité, des choses de ce type-là. Moi, j'ai pas l'impression que le contrôle dans l'absolu, indépendamment de performance au travail, puisse jouer un rôle là-dedans. Oui. Alors, qu'est-ce que vous avez comme retour sur la productivité des travailleurs et des employés qui sont en télétravail? Quel est le retour des dirigeants d'entreprise? Mais le retour des dirigeants d'entreprise, en fait, on a deux écoles. On avait ceux qui avaient déjà permis le télétravail avant et qui ne sont pas particulièrement, je veux dire, ça n'a pas bouleversé leur vie, et qui ne sont pas particulièrement surpris de la meilleure productivité dans certains cas de leurs travailleurs. Non, le meilleur feedback qu'on ait, c'est aussi des employeurs qui ne permettaient pas du tout le télétravail avant Covid et qui n'ont pu que constater bien souvent, même grâce à la mise en place de moyens de contrôle, c'est-à-dire qu'avant on était en entreprise, on faisait son travail, on était contrôlé de manière classique. C'est-à-dire que dès le moment où le télétravail s'est mis en place, l'employeur a pu lui aussi mettre en place des moyens de contrôle différents pour mesurer la productivité à domicile, alors à ce moment-là. Et beaucoup d'employeurs n'ont bien souvent pu que constater que dans beaucoup de cas, les performances sont meilleures depuis qu'ils ont mis en place le télétravail. C'est pour ça qu'aussi, à la fin de la période Covid, au moment où le télétravail n'était plus strictement obligatoire, on a eu beaucoup de demandes pour déployer le télétravail de manière permanente à ce moment-là, et structurelle. Parce que vous me disiez tout à l'heure que dans les griefs, si je peux employer ce mot-là, il y a l'informel avec les collègues et puis il y a aussi les relations avec les chefs, avec la hiérarchie. En quoi le télétravail pose question dans ce domaine? Alors, il faut se rendre compte qu'avant télétravail, le chef en général n'était pas loin des travailleurs et pouvait voir durant la journée ce qu'il se passait, si les travailleurs étaient bien présents à leur poste de travail, etc. C'est évidemment des choses qui sont beaucoup plus difficiles, évidemment, à contrôler quand les personnes sont en télétravail. Et puis, par ailleurs, un des avantages du télétravail, c'est justement la flexibilité, pouvoir lancer une machine, si on veut lancer une machine, aller faire son supermarché en dehors des heures de pointe, j'allais dire. Et donc, si l'employeur le permet cette flexibilité, c'est évidemment un gros avantage pour le travailleur, mais donc qui rend difficile évidemment le contrôle. Et donc l'idée, c'est que de plus en plus, alors, on va essayer de comprendre la performance des travailleurs à partir d'objectifs qui seront fixés à l'avance et qui seront atteints ou pas, qu'ils soient atteints, j'allais dire, durant les heures de bureau normal ou éventuellement le soir, le week-end, etc. Mais ce qui pose du coup alors un problème en termes d'échanges nécessaires parfois dans la collaboration entre collègues. Si moi je suis plutôt intéressée de travailler à 14h parce qu'après je vais chercher mes enfants à l'école et qu'un autre collègue est plutôt intéressé d'aller faire son supermarché à 14h, on se retrouve face à des difficultés importantes. Oui, alors quelle est la flexibilité? Est-ce qu'on peut donner un ordre de grandeur? Quelle est la flexibilité offerte par les employeurs en termes d'adaptation d'horaire, en disant si je ne souhaite pas travailler entre midi et 3, est-ce que je peux le faire ou pas? Quel est le degré d'adaptation? Alors, au départ, s'il y a un contrat de travail tout à fait classique, l'horaire est repris dedans et donc il n'y a pas de système de flexibilité. Mais l'instauration du télétravail structurel requiert la signature d'un avenant ou même d'un contrat de travail directement complet où on prend en compte le télétravail dans
cet avenant et on peut tout à fait y instaurer un système de flexibilité strict au télétravail. Je m'explique, c'est que si vous avez un horaire au bureau 8-17 avec une heure de temps de midi, on pourrait très bien avoir un autre horaire repris dans votre annexe au contrat de travail reprenant le télétravail et qui dit vous pouvez commencer entre 7h et 9h sur la plage mobile, travailler absolument de 9h à midi, ensuite prendre votre pause de midi à 14h avec un minimum d'une demi-heure et un maximum de 2 heures, et ensuite reprendre d'office le travail à 14h de plage fixe jusqu'à 16h pour finir entre 16h et 18h30 par exemple. Et ça, c'est accepté, ces avenants-là, ils sont courants aujourd'hui dans les contrats de travail? Alors non seulement oui, ils sont courants, mais surtout on doit aussi absolument adapter le règlement de travail quand c'est comme ça, mais c'est tout à fait une règle qui est possible et qui est cohérente vis-à-vis du télétravail, puisque là, comme le disait très bien madame par rapport à son argument, il y a une chose sur laquelle je voulais compléter, c'est que là aussi, les télétravailleurs bénéficient d'un temps de trajet qu'il n'y a pas dans le cadre du télétravail. Et donc, ils peuvent commencer plus tôt, finir plus tôt, commencer plus tard, finir plus tard, et gagner ce temps-là de trajet aussi, c'est super important pour eux. Oui, et pourtant, on avait peur à un moment donné que la sphère travail influence la sphère privée, et on a l'impression aujourd'hui que ça, quand on entend Thomas de Seyne, c'est rentré dans les mœurs du travailleur. Oui, tout à fait. Alors, ce qui est assez intéressant dans ce que Thomas mentionne, c'est que finalement, à la fois, il n'y a plus effectivement ces temps de trajet, mais on se rend compte que les personnes commencent à travailler, alors après le moment où ils seraient partis de la maison, mais avant le moment où ils seraient arrivés dans leur entreprise. Et c'est notamment un des éléments qui fait dire que le télétravail amène à travailler plus longtemps et plus intensément, parce qu'on ne rencontre pas les collègues, on ne salue pas le matin, etc. Il y a quand même moins de dérangements. Alors c'est terrible de dire ça. Hein, oui, c'est avéré ça. C'est avéré ça qu'on est plus productif, on travaille plus longtemps et avec plus de concentration. Oui, bien sûr, et c'est ce que dit Madame aussi. Quand on arrive au travail et qu'on est déjà en retard, déjà énervé, naturellement la productivité est pas formidable. Et quand on arrive en fin de journée et qu'on a un dossier à traiter quelque part et qu'on se dit je ne vais pas le faire, comme ça je pars un quart d'heure plus tôt, je rentre un quart d'heure plus tôt. Tandis que quand on est en télétravail, on n'a pas de problème à commencer par le dossier difficile au matin en se disant je vais être tranquille pour le faire. Et on n'a pas de problème non plus à faire un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure le soir pour terminer le dossier qu'on avait entamé un peu en dernière minute au moment où est censé se terminer notre travail. Vous voyez ? Oui, et donc les craintes d'envahissement de la vie privée, elles n'existent pas quand je vous entends, Thomas de Seyne. C'est pas qu'elles n'existent pas, il y en aura toujours qui vont peut-être tirer sur la corde, ça bien sûr. Ce que je veux simplement dire par là, c'est que, évidemment, si on parle strictement de productivité, il y a beaucoup d'arguments qui vont dans ce sens, malgré un télétravail et malgré peut-être ce qu'on peut penser étant du travail planqué à domicile. Non, bien souvent, c'est pas du tout du travail planqué à domicile, c'est du travail. Et donc, si je vous comprends bien, il y a la possibilité d'organiser soi-même son travail. Est-ce que c'est pas un problème quand, à un moment donné, on est à nouveau dans son bureau, en présentiel, et qu'on doit faire face à des injonctions des uns et des autres, de son N+1, de son chef, alors qu'on a l'habitude de s'organiser seul? C'est une très bonne question, hein, parce que effectivement, les personnes par le télétravail ont dû finalement développer des compétences d'autogestion pour se respecter quand même, respecter quelque part des horaires, pour pouvoir avoir une vie, enfin pour pouvoir séparer en fait les vies privées et professionnelles, garder une bonne qualité relationnelle au sein du foyer également avec le conjoint, les enfants. Et donc c'est vrai, quand on est en présentiel, c'est peut-être moins facile, mais donc il ne faut pas oublier non plus que pour, je pense, la majorité des entreprises, quand certains travailleurs sont en présentiel, d'autres sont en télétravail. Et donc finalement, ça laisse quand même peut-être aussi plus d'autonomie, malgré qu'on soit en présentiel, pour pouvoir gérer quand même le travail comme on le souhaite, ou en partie comme on le souhaite. Bien sûr, on a moins de possibilités de tâches différentes liées à la sphère domestique. Mais... Oui, alors question, dans les entreprises où il y a des fonctions où on peut faire du télétravail, et d'autres fonctions où on ne le peut pas, est-ce que ça ne suscite pas des conflits, des jalousies qu'il faut pouvoir gérer quand on est manager? Si, bien sûr, ça fait partie des réalités aussi à gérer quand on est manager, bien entendu. Il y en a qui vont vivre avec une frustration de ne pas faire de télétravail et d'autres qui vont pouvoir faire du télétravail. Mais ça, je veux dire, je pense qu'en tout temps, le débat existera, la frustration existera. Il y a des fonctions qui s'y prêtent et des fonctions qui ne s'y prêteront absolument jamais. Donc voilà, il
il faut pouvoir le gérer, effectivement, tout à fait, ou peut-être se montrer plus flexible, bien entendu. Il faut pouvoir le gérer. Oui, alors question pour passer à un autre thème. Thomas nous disait que finalement le télétravail, c'est un argument aujourd'hui pour finalement inciter quelqu'un à prendre un job. On va parler du changement du rapport du travail avec le Covid. Est-ce que vous avez l'impression que ça s'est transformé, que l'attachement au travail aujourd'hui est moins important ? Alors, je rejoins tout à fait les propos de Thomas, parce qu'on se rend compte qu'effectivement, les demandes, les attentes des jeunes, quand ils cherchent un premier boulot, ça va être un travail proche de la maison, un travail où on peut en effet télétravailler. Et donc maintenant, la question de l'attachement par rapport au travail, à l'entreprise, reste posée. Selon les résultats de notre enquête, tout de même, les gens témoignent du fait qu'ils ont un meilleur rapport au travail et plus attachement à leur entreprise, comme je disais tout à l'heure, parce que justement, il y a une espèce de reconnaissance du fait d'avoir le droit de pouvoir télétravailler. Oui. Est-ce que vous avez l'impression, vous, qu'aujourd'hui, le rapport au travail a changé ? On voit certains métiers qui sont en pénurie, parfois liés à la pénibilité du travail. Est-ce que pour vous, c'est un signe que la valeur travail a moins d'importance pour une partie de la population ? Ah oui, nous, on voit beaucoup aussi dans nos entreprises un fort taux de turnover qui a quand même considérablement augmenté entre l'avant-Covid, pendant Covid et après Covid. Naturellement, je fais abstraction de tout ce qui est secteur des soins de santé, etc., qui ont été soumis à une pression particulière, mais d'autres secteurs d'activité ont été touchés aussi. Par exemple, le secteur de l'ORECA a beaucoup de mal à recruter. Pourquoi ? Parce que les horaires sont en dehors des horaires classiques que je pouvais citer tout à l'heure, 8-17. Il faut travailler le soir, il faut travailler le week-end. Et donc, tout ça, ça crée évidemment une pénurie d'emploi. Pareil pour la construction. Pareil pour beaucoup de secteurs d'activité qui sont en pénurie aujourd'hui parce que beaucoup de travailleurs se sont remis en question aussi beaucoup au moment de Covid, ont cherché du sens au travail. Et aujourd'hui, parfois ils l'ont retrouvé, parfois ils ne l'ont pas retrouvé, parfois le questionnement est toujours en cours. Donc forcément, ça crée une crise de sens parfois. Ouais, et le sens du travail, vous avez l'impression que ça redevient une valeur cardinale pour certains ? Oui, tout à fait, tout à fait. Quelque part, on peut dire qu'avec cette crise Covid, les gens ont touché à autre chose et sont sortis de cette logique métro-boulot-dodo. Ils ont connu autre chose qui leur a plu et qu'ils veulent retrouver. Et donc, voilà, pour moi, ça explique vraiment en partie, non pas, je pense, que les valeurs du travail soient moins importantes pour les gens qu'auparavant, mais ils veulent un rapport au travail différent, avec plus de flexibilité, quitte à accepter que la sphère travail vienne s'immiscer un petit peu dans la sphère de la vie privée. Ouais. Et donc par rapport à ça, quand on voit ces mutations, elles sont tout de même profondes. Pour vous, elles vont s'inscrire dans le temps. Il n'y aura pas de retour en arrière ? Non, il n'y aura pas de... Enfin, selon moi, il n'y aura pas de retour en arrière par rapport à l'expérience que j'en ai. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on avait fait il y a peu une enquête sur le travail des plus de 50 ans où en fait aujourd'hui, bien que nos employeurs ont du mal de garder leurs jeunes, souvent ils se tournent vers les travailleurs de plus de 50 ans. Pourquoi ? Parce que niveau crise de sens, c'est statistiquement moins le cas. S'il y a un tour du monde à faire quand on est jeune, souvent ces travailleurs-là ont déjà fait le tour du monde, ont déjà élevé leurs enfants et donc bien souvent sont même beaucoup plus dans le côté parrainage, marrainage et moins en quête de sens, je dirais, et plus de plaisir au travail, plus de plaisir à venir au travail pour ces travailleurs de plus de 50 ans. C'est beaucoup plus subtil chez les jeunes aujourd'hui de retrouver ça. Mais cette crise de sens existe et pour moi continuera d'exister. Oui, même question pour vous. Les mutations sont inscrites dans le temps pour vous ? Oui, certainement. De toute façon, on évolue vers un monde différent. Il y a eu vraiment une accélération comme ça de l'utilisation des technologies depuis Covid. Il y a l'intelligence artificielle générative maintenant qui probablement va amener énormément de changements dans les 5-10 prochaines années. Et donc évidemment, beaucoup de changements à venir, certainement. Ouais. Mais merci en tout cas d'avoir partagé vos expériences sur le plateau. Plus d'actu, c'est terminé pour ce soir, mais je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir. Très bonne soirée à tous.